Bonjour à tous, bienvenue enfin dans ce nouvel épisode d'Autour d'un maté. Alors je dis enfin non pas parce que vous l'attendiez depuis longtemps, je pense que vous en avez rien à faire. Non, je dis enfin parce que c'est un projet qui me tient à cœur et je suis content d'avoir pu trouver le temps de faire cette deuxième vidéo quasiment un an après le témoignage de Morel que l'on remercie à nouveau. Pour info, on était parti sur un format plutôt vidéo YouTube, mais sachez que ces histoires-là, ces odyssées seront également disponibles en format podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Comme ça, vous pourrez écouter ces comptines, que ce soit dans les transports, que ce soit en voiture ou même sur le trône, c'est vous qui voyez. Et enfin, pour rappel, pourquoi autour d'un maté? Déjà, sur le fond, on va parler de santé mentale et sur la forme, on va partager un maté, qui est une boisson autour de laquelle, justement, on se réunit, on discute. Et le but, c'était d'avoir un concept un peu différenciant, non pas pour faire des vues et des likes, hein, bien sûr, évidemment que non, mais surtout pour qu'autour d'un maté puisse peut-être, pourquoi pas, hein, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais devenir l'endroit vers lequel on va avoir le réflexe de s'orienter quand justement on a des questions propres à tout ce qui va parler de santé mentale. Petit cadeau avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu d'ASMR avec ce super micro. Voilà, autour d'un maté, c'est ça. Bon, plus sérieusement, alors quand je dis avoir le réflexe d'aller vers autour d'un maté, c'est tout simplement parce que quand des personnes ont des difficultés, des troubles mentaux, ou d'autres désordres, finalement elles vont avoir tendance à se sentir seules, voire incomprises, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ce que ces personnes-là sont en train de vivre, traverser, beaucoup d'autres personnes l'ont déjà vécu, et malheureusement d'autres personnes le vivront aussi après elles. Mais même quand ça paraît irrationnel, ce qu'on est en train de traverser, on est loin d'être la seule et unique personne. Mais finalement, on a l'impression que c'est le cas et d'être incompris. Donc, pourquoi ne pas créer justement un endroit vers lequel on va se diriger pour essayer d'avoir des témoignages qui vont nous rassurer, qui vont euh, nous faire comprendre qu'on n'est pas du tout des extraterrestres et que ce que l'on est en train de vivre, d'autres personnes l'ont connu, s'en sont sorties et savoir aussi comment elles s'en sont sorties pour justement donner des pistes. Et puis le deuxième angle, c'est pour que les personnes qui ne connaissent rien ou pas grand-chose à la santé mentale puissent savoir comment ça se matérialise et puis aussi savoir quel réflexe adopter quand on a en face de soi une personne, quand on a un proche qui rencontre des difficultés. Parce qu'on le verra dans le témoignage à venir, c'est pas toujours simple et des fois justement on a des attitudes qui sont assez gauches, assez maladroites et qui vont avoir l'effet inverse de ce que l'on peut déjà de ce qui est attendu par la personne et puis de ce que nous on pense faire. Euh, c'est des comportements qu'il vaut mieux plutôt éviter, mais on n'a pas conscience parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en face, donc forcément on ne peut pas aussi savoir comment agir, tout simplement. Une fois que j'ai raconté ma vie, eh bien je vais continuer parce que la personne qui va raconter son histoire aujourd'hui, c'est moi. Je suis désolé, hein, je m'excuse par avance. J'ai préparé ce témoignage-là, malgré tout, je veux que ce soit le plus naturel possible, donc ça risque peut-être d'être un petit peu décousu, de partir dans tous les sens. Je vais même parfois ouvrir des fenêtres. À nouveau, je m'en excuse, mais le but c'est que je rapporte ce que j'ai en tête de la façon la plus euh, naturelle à nouveau possible. Le naturel est très bien ici. Malgré tout, on va essayer de suivre une frise chronologique pour essayer de cadrer les choses et on va commencer avec une date. Le 27 août 2016. On est actuellement en 2023. Non, d'ailleurs, en 2023, fin 2023. Donc ça fait quelques années. Donc le 27 août 2016, on était un samedi. Alors pourquoi je commence avec cette date-là? Parce que ce jour-là, en pleine journée, j'avais un match de foot, match de reprise, donc match assez éprouvant sur le plan physique parce que vous revenez de vacances, parce qu'il faisait chaud. Donc ce samedi-là, il faisait 27-28 degrés, même beaucoup plus d'ailleurs, 37-38 degrés, pardon. Et justement, pas 27-28 degrés comme on a tendance à avoir plutôt fin août. Donc il faisait particulièrement chaud, match de reprise, donc les matchs où vous manquez de physique, c'est particulièrement éprouvant. J'avais joué quasiment tout le match.
Et le soir de ce même 27 août, bah, j'avais la chance d'être invité à une soirée appartement. Parce qu'à l'époque, j'avais des amis qui m'invitaient. La soirée se passe super bien. Il y a de quoi manger, il y a du monde, des gens que j'apprécie. Donc tout va bien jusqu'à 22h, 22h30. J'étais sur le balcon de cet appartement-là. J'ai commencé à me sentir bizarre. Bah, j'ai commencé à me sentir bizarre vraiment physiquement. Petit mal de tête qui arrivait. D'un coup d'un seul, je me suis senti faible et fébrile. J'ai aussi senti mon cœur battre vite également. Alors j'ai senti mon cœur battre. C'est très simple. Vous actuellement qui êtes en train de regarder cette vidéo, d'écouter cette histoire, euh, sauf si justement si vous êtes dans la même situation que moi, bah, vous faites pas attention à votre cœur, vous le ressentez pas, vous l'entendez pas même. C'est comme la respiration, à moins d'avoir fait un effort, sinon on fait pas forcément attention à sa respiration. Et ben là, en l'occurrence, j'avais vraiment l'impression d'entendre mon cœur, de le ressentir presque partout dans dans mon corps, pardon. C'était super bizarre, mais tout de suite, j'ai fait le lien avec la journée que j'ai passée. Jouer au foot sous la chaleur quand vous êtes pas au top de votre forme, ouais, bah forcément, c'est éprouvant. Donc clairement, ce que je me suis dit, c'est un gros coup de mou à cause de la journée. C'est pas grave, je vais rentrer me reposer 10-15 minutes sur le canapé et ça va passer. 15 minutes passent justement, 30 minutes, 1 heure. Je me sens toujours bizarre. Je me sens toujours bizarre, ça passe pas. Donc je décide de faire le rabat-joie, il est 23h30 à peu près, et je rentre chez moi. En me disant, bon bah la nuit va passer, je vais me reposer, je pense que c'est clairement ce dont j'ai besoin, et puis demain ça ira mieux. J'arrive chez moi, à l'époque je vivais encore chez mes parents, donc j'arrive chez moi, je fais ma petite toilette, je me brosse les dents, très important de se brosser les dents avant de dormir bien sûr. Je me couche, j'ai l'habitude, mauvaise habitude de m'endormir devant la télé, donc j'allume la télé et en fait j'ai du mal à m'endormir. Mais malgré tout j'y arrive. Peut-être que 1 heure ou 2 après, donc j'ai dû m'endormir vers minuit et demi, peut-être qu'1 heure ou 2 après je me réveille, j'ai du mal à me rendormir. Les quelques instants que j'ai passé à dormir, bah, j'ai pas eu de sommeil réparateur, j'ai plutôt été dans un sommeil super léger, très peu profond. J'ai du mal à me rendormir, mais j'arrive quand même à me rendormir en fin de nuit, donc peut-être vers 5 heures, 6 heures, pour me réveiller vers 8 heures, et là, à nouveau, j'arrive pas à me rendormir. Donc vers 9 heures, je me lève, et je suis toujours dans cet état-là. C'est-à-dire que je me sens toujours un peu vaseux, faible, fébrile, le cœur qui bat de façon bizarre. Comme je vous disais, à ce moment-là, j'habitais chez mes parents. Je voulais pas forcément leur en parler parce que je voulais pas forcément les inquiéter. Mais comme ça touchait au cœur, je me suis dit, bon, c'est jamais. Mieux vaut peut-être quand même leur confier ce qui se passe. Donc je leur en ai parlé. On est dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'oriente vers les urgences. Alors j'ai été pris en charge assez rapidement là-bas, c'est important de le souligner, par une infirmière qui m'a fait tout un tas d'examens classiques, prise de tension, euh, on regarde si j'ai de la fièvre, électrocardiogramme aussi parce que ça a touché au cœur. Elle me propose d'attendre et un médecin est censé me prendre en charge. Pareil, j'attends pas très longtemps, à nouveau important de le souligner. Et un médecin urgentiste rentre dans la salle et commence à me poser quelques questions. Au début, c'est des questions tout à fait traditionnelles. Qu'est-ce qui vous amène là? Qu'est-ce que vous ressentez? Le but évidemment c'est de poser un diagnostic. Et puis il commence à me parler de ma vie actuelle et à me poser des questions sur cette dernière. Donc à l'époque j'étais en dernière année d'études, j'étais en bac+5, j'étais également en alternance. Je préparais mon mémoire de fin d'études que je devais rendre début septembre, tout début septembre. Je lui parle de tout ça, continue à me questionner et les questions, donc ces questions-là qui sont devenues d'ordre personnel sont même devenues bizarres. Parce qu'il m'a posé une question, j'ai bloqué sur cette dernière parce que je l'ai trouvée extrêmement bizarre dans le sens où j'ai pas compris pourquoi il me posait cette question. Il m'a dit, est-ce que en ce moment vous avez des idées noires? Très clairement, hein, il me demandait si en ce moment j'avais envie de me suicider, j'avais envie de mettre fin à mes jours. J'ai trouvé la question bizarre parce que je suis venu aux urgences bah, pour un trouble qui était clairement physique, pour des problèmes en tout cas qui étaient physiques.
Et on me demande si j'ai envie de me tuer. Alors qu'à l'époque, pas du tout. Aujourd'hui non plus. Mais enfin, à l'époque, ça me traversait même pas l'esprit. Donc, je comprenais pas pourquoi cette question-là. Et après, même s'il a continué à me poser quelques questions, évidemment, j'ai répondu par la négative. Bah, sur les autres questions, je m'en rappelle même plus parce que je suis resté bloqué justement sur cette interrogation-là. J'ai pas compris pourquoi il m'a posé la question. J'ai pas compris quel était le message sous-entendu derrière, ce que je devais en penser. Bon. Le rendez-vous se termine, la consultation se termine. Il me dit pas ce que j'ai. Par contre, il me donne une ordonnance. Il me donne un comprimé et il me donne une ordonnance pour que j'aille à la pharmacie et prendre plusieurs de ces comprimés-là. Ce comprimé-là, c'était ce qu'on appelle un anxiolytique. Je fais une première parenthèse. Par la suite, je vais faire pas mal de petites vidéos, un peu type lexique, définition de termes propres à la santé mentale. Donc, ça peut être des médicaments, ça peut être des troubles, ça peut être des pratiques également. Euh, Ce sera des petites vidéos pardon, de définition et l'anxiolytique sera défini plus précisément. Je ferme la parenthèse, mais un anxiolytique, concrètement, il m'a donné un tranquillisant, un calmant. Vraiment un truc qui est propre justement à un trouble psychique, ce que j'envisageais pas. Et il m'a pas dit il m'a pas expliqué donc ce que j'avais, il m'a pas expliqué le médicament prescrit, donc j'ai dû faire mes petites recherches, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était. Je suis allé à la pharmacie, je me suis exécuté, j'ai pris ma boîte. Le médecin m'avait dit, bon voilà, vous prenez ça pendant 2 semaines à peu près, 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, ça devrait aller mieux. Ok, ça marche. On arrive le soir, j'ai passé une journée assez compliquée dans le sens où bah, physiquement je me sentais pas bien, je me sentais fatigué, je savais pas ce qui se passait. C'était surtout le plus relou dans l'histoire, c'est que je savais pas ce qui se passait, mais il y avait un truc. On me donne une ordonnance, donc c'est bien qu'il y a quelque chose, mais on me dit pas quoi. Mais on me donne une ordonnance, je sais pas qu'il y a quelque chose. Mais on me dit pas ce que c'est. Mais j'ai une ordonnance. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et toute la journée, j'ai cogité autour de ça. Là, à nouveau, j'essaye quand même de garder les pieds sur terre en me disant que la nuit arrive, je vais me reposer et probablement que demain, ça ira mieux. Et bah, pas du tout. J'ai passé ma première nuit presque cauchemardesque. Je vais vraiment le décrire comme ça. Où j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc j'ai fait une première vraie insomnie. Je vais rentrer dans les détails aussi parce que enfin, l'insomnie que j'ai connue, elle s'est vraiment matérialisée de façon très précise avec des trucs très nets, très clairement dégagés. Et peut-être que des personnes qui regardent ça aussi ont connu ces sentiments, ces symptômes, ces troubles, sans comprendre pourquoi. Bah, je vais vous détailler ce qui s'est passé. Alors habituellement, bah, j'ai la mauvaise habitude, ça je vous l'ai dit, de m'endormir avec la télé vers 23h30 à peu près, donc je m'exécute. 23h30, je me couche. euh, et 20-25 minutes plus tard, au moment où je commence à m'endormir, je sens mon cœur s'emballer d'un coup d'un seul. Je me sens devoir rechercher une bouffée d'oxygène. En fait, j'ai comme eu un espèce de réflexe d'instinct de survie, dicté par, je ne sais pas, c'est mon corps ou mon cerveau, mon esprit, mais un truc qui m'a dit clairement, surtout ne t'endors pas. Alors qu'au contraire, j'avais juste une envie, c'était de m'endormir, c'était l'heure, c'était ce dont j'avais besoin, mais vous avez votre corps, votre esprit à nouveau, j'en sais rien, qui vous en empêche. Ça me le fait une fois, ok. Ça me le fait une deuxième fois, peut-être une demi-heure après, ou pareil. Au moment où vraiment je me sens partir, vous savez, où vous commencez à déconnecter tout simplement, cœur qui s'emballe, bouffée d'air recherché. Et ça me le fait une troisième fois, j'arrive pas à m'endormir. Bon, finalement, j'arrive quand même à m'endormir, il est peut-être 1h du matin, je dors 1 heure, jusqu'à 2 heures à peu près. À nouveau, un sommeil ultra léger, pas du tout reposant. Jusqu'à 5 heures du matin, impossible de me rendormir. Je me rendors, il est peut-être bah, justement 5 heures et quelques. Je me réveille à 8 heures parce que mon réveil sonne, parce que je suis en alternance, parce que je dois aller travailler. Et là, pour la première fois, je me réveille en ayant un espèce de sentiment de vide qui m'a suivi toute cette début de journée. Le week-end passé, il faisait super beau, il faisait vraiment chaud, c'était l'été.
On arrive lundi, j'ai un sentiment de vide, j'ai pas forcément envie d'aller travailler, mais j'ai pas forcément envie de rester à la maison non plus. J'ai pas envie de me lever, mais j'ai pas envie de rester couché, surtout après la nuit que j'ai passée. J'ai qu'une envie, c'est de sortir de ce lit et de ma chambre. Euh, J'avais pas forcément envie de voir des gens, mais j'avais pas envie de rester seul non plus. Le soir, j'étais censé aller au sport, j'en avais pas forcément envie, mais j'arrivais pas non plus à me dire que j'allais rester chez moi à rien faire le soir. J'avais envie de rien. Et j'avais un sentiment de vide. Je suis sorti de la maison, rien à voir avec le week-end précédent, il faisait moche, donc ça rajoutait vraiment à l'ambiance très sombre qu'il y avait dans ma tête. En vrai, ça pouvait être un film, le truc. Il pleuvait, j'arrive au bureau, les lumières blanches qui m'éblouissent et qui renforcent ce sentiment mais j'ai presque envie de dire ce sentiment macabre, très bizarre, où je me sens vide et je me revois justement en arrivant au bureau et en mettant un mot pour la première fois sur ce que j'étais en train de traverser. Je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de faire une dépression? Et en fait, toute la journée, donc normalement lundi, on a tendance à faire un bilan de la semaine passée, on a tendance également à préparer la semaine à venir. On regarde les mails des malades qui travaillent le week-end alors qu'ils n'ont aucun intérêt à travailler le week-end. Il y en a, hein. Bon, j'en fais partie de temps en temps. C'est pour ça que je me permets de parler de vous. Mais voilà, ce lundi-là que j'avais l'habitude de connaître et qu'on a finalement pratiquement tous l'habitude de connaître, en fait, c'était impossible pour moi de le vivre normalement. J'ai passé ma journée à cogiter, à faire des recherches sur qu'est-ce qu'une dépression, comment ça se manifeste, comment ça se matérialise, quels sont les symptômes, comment on pose un diagnostic, comment on en soigne, on en sort, pardon, aussi, comment on s'en soigne. Et voilà, ça a été ça toute la journée. J'arrive le soir chez moi, je suis épuisé mentalement, je suis épuisé physiquement, je suis lessivé, je suis presque même traumatisé de la nuit que j'ai passée en me disant mais est-ce que ce soir je vais passer la même nuit ou est-ce que ça y est, je vais enfin pouvoir dormir normalement? Et en fait, je suis rentré dans un cercle vicieux où justement la volonté absolue de dormir, le besoin de dormir fait que je n'ai pas réussi à dormir. Et il s'est passé exactement la même nuit que la nuit précédente. Donc la nuit du lundi au mardi a été pareille que la nuit du dimanche au lundi, où au moment de m'endormir, réflexe de survie, j'arrive pas à m'endormir, au bout d'un moment j'y arrive quand même, mais sommeil léger, je me réveille, je me rendors des heures après, pareil, sommeil très léger, je me réveille le matin, je suis à bout. Et là, en urgence, pardon, j'arrive à avoir un rendez-vous avec mon médecin généraliste. Je lui explique la situation du départ, depuis le départ. C'est lui qui met un mot sur ce que j'ai connu ce fameux samedi. Il parle de crise d'angoisse. Donc j'ai connu ma première crise d'angoisse. Je ne savais pas ce que c'était auparavant, j'en avais jamais connu d'ailleurs. Mais une crise d'angoisse, bah, comme son nom l'indique, c'est une grosse montée d'anxiété qui va souvent se manifester de façon physique. Moi, en l'occurrence, c'était avec le cœur qui battait. Ça peut être des sueurs, ça peut être des tremblements, ça peut être presque des étourdissements aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas ça peut prendre tout un tas de formes. Moi, je vous ai décrit comment ça s'est manifesté. Donc, il m'a dit, t'as fait une crise d'angoisse. Je lui dis aussi ce qu'on m'a prescrit. Donc, l'anxiolytique qu'on m'avait prescrit à l'époque, c'était un anxiolytique pardon, de type benzodiazépine, du Xanax. Je pense que certains aussi connaissent ici. Il me dit, écoute, non, ça, c'est pas fait pour toi, c'est peut-être un peu trop fort pour toi. Je vais t'en prescrire un autre sans effet d'accoutumance, parce que les anxiolytiques ont des effets d'accoutumance, c'est-à-dire que à force d'en prendre, bah, pour avoir le même effet, on va devoir prendre une dose plus importante et on va s'habituer à cette dose-là. Et donc, pour avoir à nouveau un effet similaire, on va devoir progressivement aller chercher des doses plus importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle pardon, un effet d'accoutumance. Il m'en a donné un moins fort sans effet d'accoutumance, ou en tout cas un effet qui est beaucoup plus limité, donc moins risqué finalement de le prendre, moins de risque d'être addict et accro même. Et surtout, il me propose de me mettre en arrêt maladie parce que enfin, clairement, je suis pas en condition d'aller travailler, j'ai pas la tête sur les épaules, je suis dans le brouillard le plus total. Et en fait, je passe la journée comme ça, justement, à cogiter, à rester à la maison. Ça va pas mieux, je fais une crise d'angoisse à nouveau, je me sens fébrile.
Donc là, je décide de prendre les choses en main différemment et j'essaye d'appeler un ami pour sortir voir. Il est pas disponible. Donc ce que je fais, c'est que je sors justement parce que je peux pas rester à la maison à cogiter toute la journée. Mais une fois que je suis dehors, j'ai qu'une envie justement, c'est de rentrer à la maison. Je me sens pas dehors, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, je me sens stressé, même plus que stressé. Donc je rentre à la maison, la nuit, pareil, arrive, j'appréhende. Bah, c'est pas ce qui se passe, c'est en appréhendant, je sais pas si je dis, et ben, il se passe ce qui se passe. Je connais la même nuit que la nuit précédente et que la nuit d'avant. Cette fois-ci, vers 2 heures du matin, je me réveille. 4 heures du matin, j'arrive pas à me rendormir. Comme je vous disais, je préparais mon mémoire de fin d'études. Donc de 4 heures du matin jusqu'à midi, j'ai travaillé non-stop sur mon mémoire. Je l'ai terminé comme ça. C'est bien qu'il y ait un truc qui n'allait pas, parce que je n'étais pas forcément en retard, mais le finir en pleine nuit, comme ça, sans arrêt, bah en fait, c'était juste parce que j'avais besoin de m'occuper l'esprit, tout simplement. Mais à nouveau, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on arrive à mercredi. Je me dis, il faut que je prenne les choses en main différemment. Et là, j'appelle une psychologue en me disant que c'est peut-être justement ce qui allait m'aider. Euh, Elle arrive à m'obtenir un rendez-vous assez tôt. Donc, le lendemain, j'ai un rendez-vous avec elle. Et pendant 1 heure, ça se passe bien. Pendant 1 heure, j'arrive à déconnecter mon cerveau. J'arrive à me concentrer sur notre échange. Ça m'aide sur le coup parce que, vous savez, cette espèce de tâche d'arrière, enfin cette tâche d'arrière-plan qui justement m'envahissait et qui m'empêchait d'avoir l'esprit léger, bah, pendant 1 heure de rendez-vous, je l'avais plus. J'arrivais à me concentrer sur notre échange. Au début, évidemment, bah, je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. Elle a voulu faire connaissance pour prendre finalement le train dès le départ, c'est-à-dire comprendre qui j'étais. Et la volonté derrière, c'était finalement de soigner ce que j'étais en train de vivre en comprenant d'où ça venait, donc en comprenant vraiment le fond du truc. Mais moi, j'ai compris que justement, ce truc-là allait prendre pas mal de temps parce que ça devait, ça demandait d'enchaîner les séances, donc ça demandait forcément du temps, même si vous faites, je sais pas moi, 2 séances par semaine, bah, euh, cet apprentissage-là, il se fait pas d'un claquement de doigts. Donc même si ce rendez-vous m'a aidé, j'ai compris que ça allait être super long et que pareil, ça a renforcé ce sentiment de purée, mais est-ce que je vais m'en sortir un de ces quatre et que ce que j'étais en train de vivre, bah finalement c'était super compliqué, que ça allait pas partir en un claquement de doigts. Même si j'avais encore cet espoir-là, je commençais à être vraiment pessimiste. Les jours passent, je vais pas forcément mieux. Je suis toujours dans cet état-là, des nuits compliquées, des journées encore plus compliquées. On arrive au lundi 12 septembre, donc ça a commencé le 27 août, et on arrive au lundi 12 septembre. Ce lundi-là, à 14 heures à peu près, je suis censé passer ma soutenance de mémoire, donc mon oral, que j'ai préparé depuis pas mal de temps. Et le soir, je suis censé m'envoler pour le Brésil pour 2 semaines de vacances. En fait, sur le papier, le plan était parfait. Vous finissez vos études, après avoir trimé justement sur ce fameux mémoire que tous ceux qui connaissent doivent haïr. Le soir même, vous êtes dans l'avion pour aller à l'autre bout du monde, dans un super pays. Je partais avec un de mes meilleurs potes à l'époque. Enfin voilà, sur le papier, le plan était parfait. Mais ça, c'était sur le papier, c'était surtout au moment où j'avais programmé ça. Parce qu'on arrive, on est lundi 12 septembre, je me sens vraiment mal. Et je me dis, mais déjà, comment est-ce que je vais faire pour assurer mon oral? Et puis surtout, est-ce que le soir, je vais réussir à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde? Il y a un truc qui va pas et je sais pas, c'est trop risqué. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, le matin, en me réveillant, je me rapproche d'un centre médico-psychologique. Donc c'est une unité d'accueil justement pour les personnes qui auraient des difficultés mentales. Il y en a plusieurs par département en général. Et en arrivant là-bas, je suis pris en charge par un infirmier qui me pose des questions pour poser son diagnostic. Et pour la première fois, c'est lui qui va mettre un mot sur ce que je suis en train de traverser. Il va me dire, écoutez, monsieur, vous avez un trouble anxieux-dépressif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux-dépressif? Bah, comme son nom l'indique, c'est un trouble qui va mélanger de l'anxiété et de la dépression.
Alors, je vais faire une petite pause ASMR avec le fameux maté, surtout pour m'hydrater. Donc, un trouble anxieux dépressif, bah, comme son nom l'indique, ça va être un trouble où vous allez avoir de l'anxiété qui va se manifester avec beaucoup de symptômes physiques. Donc, les insomnies, par exemple, ça peut être de l'anxiété, mais le cœur qui bat, ça peut en être aussi. Euh, les confusions, enfin, ce genre de choses, c'est propre à l'anxiété. Et puis, vous avez la dépression, ce que moi, je ressentais comme étant un sentiment de vide, un manque de motivation, le fait de tout voir de façon négative, de ne pas réussir à me projeter sur le futur, donc presque ne plus avoir d'objectif, et ben c'est comme ça que se manifestait la dépression. Et finalement, tous ces éléments-là se mélangeaient, donc ça crée ce qu'on appelle un trouble anxieux-dépressif. Parfois, c'est la dépression ou les troubles dépressifs qui vont prendre le dessus. Parfois, ça va plutôt être la partie anxieuse. Parfois, ça va être vraiment un mélange des deux. Donc là, je ne vous raconte pas les difficultés. Mais voilà ce qui me dit. Ok, d'accord. Deux questions pour vous, monsieur l'infirmier. Est-ce que ça soigne? Oui, bien sûr, ça soigne. Ça peut être via des thérapies, ça peut être via des médicaments. Il peut y avoir plein de méthodes. Ça se soigne. Ok. Deuxième question. Ce soir, je suis censé m'envoler pour le Brésil. Je suis censé aller à l'autre bout du monde. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux et raisonnable d'y aller dans cet état-là? Sachant que c'est un pays que je connais pas, je connais personne là-bas, je sais pas comment sont pris en charge les gens qui sont en difficulté, je sais pas quel est le système de santé là-bas, comment est-ce qu'il fonctionne. Enfin, est-ce que c'est quand même raisonnable de partir à l'autre bout du monde dans cet état-là? Mais oui, allez-y, j'ai aucune inquiétude. Au contraire, ça va vous faire du bien, c'est des vacances, vous allez penser à autre chose. Ok. Donc je sors de cette consultation, je suis pas forcément rassuré. Malgré tout, je me dis que ce que j'avais prévu pas mal de temps auparavant, bah, je vais le suivre. Donc je rentre chez moi, je me prépare pour ma soutenance, j'arrive là-bas, enfin le chemin pour aller justement passer mon oral est très compliqué parce qu'évidemment c'est quand même quelque chose de stressant de base. Mais vous accentuez ça avec une anxiété qui me gangrénait ces derniers jours, ces dernières semaines. Je peux vous dire que l'état de ma chemise en arrivant, c'était pas foufou. Mais bizarrement, pendant une demi-heure de temps, j'ai quand même réussi à vraiment me concentrer, à présenter ce que j'avais préparé, à répondre aux questions qui m'ont été posées. Et je m'en sors avec avec la note que je visais plus ou moins, donc tout va bien. Mais pareil, en ressortant, la réalité reprend le dessus. Et je retourne immédiatement dans ces phases anxieuses, euh, ce sentiment de mal-être qui m'habite jusqu'à jusqu'à l'aéroport. Le soir, enfin, voilà, et en ayant fait ma valise, j'arrive à l'aéroport. Je suis mélangé avec l'excitation de partir parce que je vais quand même faire un truc qui est sympa, un voyage à l'autre bout du monde, préparé de longue date, mais en même temps, toujours avec ce doute sur le fait de partir dans cet état. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je fais bien de le faire? C'est trop tard, de toute façon, en réalité, j'ai tout réservé et c'est pas grave, au pire des cas, il se passera ce qui se passera. Et c'est ce que je me dis en y allant. Alors paradoxalement, ce séjour, j'en garde de très bons souvenirs, alors que sur place, ça a été super compliqué. Pendant 2 semaines, bah, j'ai connu des crises d'angoisse, je me souviens, je me revois prendre un verre justement avec mon pote dans un quartier super sympa, mais devoir lui dire, écoute, je me sens vraiment pas bien, tu sais quoi, je vais rentrer me reposer. Donc rentrer à la chambre d'hôtel, prendre mon petit comprimé, me mettre directement dans le lit en essayant de me calmer. Je me revois aussi à regarder des couchers de soleil. Alors, j'aime beaucoup les couchers de soleil, peut-être mon côté romantique, mais je suis un grand fan de couchers de soleil. Et comme beaucoup, bah, quand vous voyez un truc qui est super beau, ce que vous vous dites, c'est magnifique. Vous êtes juste en admiration devant ce que vous êtes en train de vivre. Bah là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Quand je voyais ces fameux moments carte postale, justement, je me posais la question, mais pourquoi un truc que j'arrivais à apprécier auparavant, j'arrive pas à l'apprécier? Pourquoi là, j'ai pas l'esprit léger, j'ai pas la légèreté de kiffer ce que je suis en train de voir? Pourquoi est-ce que je me pose ces questions-là, justement? Enfin, vous voyez, c'était tous ces cheminements-là qui font que j'avais le cerveau qui était constamment en ébullition.
et qui m'ont empêché pendant 2 semaines de réellement profiter de mon séjour. Je dis réellement parce qu'à nouveau, j'en garde quand même de bons souvenirs. J'ai vu des choses incroyables, mais ça a été gâché par ce désordre-là. Évidemment, en rentrant, bah, je me sentais pas mieux, hein, contrairement à ce que d'autres pouvaient penser, hein. Le fait de partir en vacances, ça m'a pas fait du bien. Au contraire, je suis juste parti en me disant que j'ai pas réussi à kiffer un truc que j'avais préparé et qui était normalement obligatoirement appréciable. J'ai fini mon alternance comme ça et je reprenais un poste début 2017. Donc, pendant quelques mois, j'avais une phase de battement qui était prévue et qui justement, vous finissez vos études, vous avez quelques mois avant de rentrer dans la vie active. Enfin, normalement, c'est le bonheur, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez prévu. En fait, non. Non, non, pareil, tout cet état-là a gâché ces mois-ci. Alors, je faisais un peu moins d'insomnie, mais malgré tout, toute la journée, c'était cogité. Je me levais le matin, je savais pas trop ce qui allait m'attendre dans la journée, mais je savais que ça allait être une journée compliquée, donc j'angoissais à l'idée de me lever. J'appréhendais ces réveils-là. Le soir, j'appréhendais les nuits aussi, parce que peur de refaire une grosse insomnie. Elle s'était calmée malgré tout, mon sommeil n'était pas redevenu comme avant. En fait, beaucoup de choses ne sont pas redevenues comme avant. Et enfin, donc je suis retourné voir ce centre médico-psychologique qui m'a donné des rendez-vous hebdomadaires tous les mercredis matins à 10 heures, je me rappelle très bien, avec une psychologue justement. C'était des rendez-vous où j'arrivais à m'exprimer, mais clairement je sentais pas qu'il m'aidait. Ouais, pendant quelques instants, je me sentais à peu près normal de pouvoir discuter. Peut-être que ça me déchargeait d'un poids mental, une charge mentale, mais que sur un court instant. Et en sortant de ce cabinet, ah ouais, retour à la réalité. Donc ça a duré comme ça quelques semaines. Sur vraiment ce que j'ai connu, je vais parler des symptômes maintenant ou des troubles. J'ai parlé beaucoup de ce qui se passait quand je faisais de l'insomnie. Je vous ai parlé aussi de crise d'angoisse. J'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai quand même fait quelques-unes. Euh, Beaucoup de pensées bizarres aussi. Alors des questions, bah, comme je disais tout à l'heure quand je regardais les couchers de soleil, des questions que j'avais pas l'habitude de me poser, mais sur par exemple, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est des questions, en même temps, je me les pose. Alors, je suis croyant, donc j'ai une réponse. Et puis, bah, le sens de la vie, c'est celui-là. Et puis, voilà. Enfin, là, à ce moment-là, je me posais des questions qui finalement me faisaient peur. Fixer un point me faisait peur, me mettait dans un sentiment très bizarre. Enfin, j'étais vraiment sur le qui-vive de l'anxiété constamment. J'avais aussi ce qu'on appelle de la déréalisation, un sentiment de déréalisation. Donc c'est vraiment lié à l'anxiété. À nouveau, ce sera décrit dans des petites vidéos. Mais la déréalisation, c'est le sentiment de ne plus faire partie de la réalité, de ne pas faire partie de la réalité. Parce qu'en fait, je me posais la question, mais est-ce que je suis vraiment dans la réalité? Est-ce que je suis dans notre réalité? Bon, c'est des questions qui sont, je sais pas, philosophiques, peut-être même métaphysiques, j'en sais rien. Moi, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que je suis dans la réalité? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, je peux en débattre. Et à ce moment-là, quand je me posais les questions-là, ça me remettait dans un sentiment d'anxiété, mais ultra important. Et c'est ce qu'on appelle de la déréalisation. Il y a aussi ce qu'on appelle de la dépersonnalisation. Cette fois-ci, c'est plutôt la sensation de ne plus être soi, de même plus être dans son corps. Alors, c'est pas un truc que j'ai connu, mais c'est un truc qui existe et qui est aussi propre à l'anxiété. Euh, Et puis, comme je vous disais, il y avait la partie anxieuse, il y avait aussi la partie dépression, où des fois, juste, je manquais de motivation, je me sentais vide, euh, je savais pas ce qui m'attendait, j'arrivais pas à me projeter dans le futur, parce que pareil, ne pas avoir d'objectifs dans la vie, c'est quand même, je pense, mourir à petit feu. On a tous des objectifs, ou presque même des ambitions, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être familiales, des objectifs, je sais pas moi, humains, d'aider le monde, peu importe. On peut avoir tout un tas d'objectifs, mais là, en fait, j'en avais plus. J'arrivais pas à voir ce qui allait se passer par la suite. Je détaillerai ça un petit peu plus tard parce que ça peut être intéressant justement. Mais voilà, pendant quelques mois, ça a été compliqué et les rendez-vous avec le psychologue ne m'aidant pas, fin novembre,
justement dans ce centre médico-psychologique, il m'a été proposé de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Un psychiatre, c'est cette fois-ci un médecin, donc il est capable de vous prescrire des ordonnances, il a le droit de vous prescrire des ordonnances et donc des médicaments. J'ai mon rendez-vous 2 3 jours après, et un peu comme l'infirmier, il pose rapidement un diagnostic en disant vous avez un trouble anxieux dépressif. Donc a priori, ça renforce ce que l'infirmier me diagnostiquait à l'époque. Et lui peut me prescrire des médicaments. Donc il le fait. Il me prescrit 2 médicaments, un anxiolytique. Je vous ai expliqué rapidement ce que c'était, avec euh, l'idée d'agir sur la partie anxieuse et sur le très court terme. Donc ça agit assez rapidement. Et un deuxième médicament, un antidépresseur, pardon, cette fois-ci, qui lui va plutôt agir sur le long terme, qui va mettre un petit peu de temps à faire effet, et qui doit être pris pendant pas mal de mois, minimum 6 mois, on dit, pour justement vraiment faire en sorte que le traitement soit efficace et que la maladie puisse être derrière nous. Alors ça, c'est en théorie. Donc il me donne cette ordonnance-là, et puis surtout, à la fin, il me dit, positiver aussi, ça va aller mieux. Faut positiver dans la vie. Alors comment dire? Quand un médecin, qui plus est un psychiatre, dit à une personne qui est en souffrance, qui est en dépression, de positiver, alors que le propre de la dépression, justement, c'est de ne pas réussir à positiver, de tout voir de façon négative, c'est comme si, par exemple, vous aviez un bien à vendre. En ce moment, le marché de l'immobilier est un petit peu compliqué. On est fin 2023, le marché de l'immobilier est un petit peu compliqué. Vous avez un bien à vendre, vous avez du mal à trouver preneur, donc vous faites appel à une agence immobilière. Et cette agence immobilière-là, vous dites, mais mettez-le sur le bon coin, ça va bien se passer. Vous faites appel à quelqu'un pour vous aider, qui finalement presque néglige justement votre appel à l'aide, et on a un peu rien à faire de ce que vous dites. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'avais à l'époque. Bah, c'est super compliqué, déjà, à entendre. Et puis surtout, ça va renforcer ce sentiment de, mais en fait, personne ne comprend ce que je suis en train de traverser. Je suis peut-être vraiment le seul et unique cas comme ça. Parce que si même un médecin spécialisé, finalement, a pas le bon discours et n'arrive pas à cerner ce que je suis en train de traverser, mais qui va y arriver et comment je dois faire pour garder espoir en réalité? Parce que dans ces cas-là, ce qui vous permet de tenir debout, c'est l'espoir. Bah ouais, je suis sorti du rendez-vous. Évidemment, autant vous dire que je lui ai pas absolument pas fait confiance à ce médecin-là. Non seulement parce que tenir un discours pareil, c'est pas digne d'un professionnel de santé, je pense. Et puis en plus de ça, bah, j'étais réfractaire comme beaucoup aux antidépresseurs. Euh, non pas que je sois contre les médicaments, mais les antidépresseurs, ce sont des médicaments qui sont, en tout cas quand on les connaît pas, qui ont mauvaise image. Euh, et je voulais trouver un moyen d'en sortir différemment. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir un psychiatre indépendant, on va dire ça comme ça, pour demander un deuxième avis. Donc je lui ai dit hein, clairement que je demandais un deuxième avis. Par contre, je lui ai pas dit ce qui m'a été diagnostiqué ni ce qui m'a été prescrit. Je lui ai laissé faire son travail de recherche. Il m'a diagnostiqué à peu près la même chose, enfin complètement la même chose même, et il m'a prescrit les mêmes médicaments. Donc un anxiolytique pour agir sur l'anxiété, un antidépresseur sur le plus long terme pour soigner la partie dépressive. Les antidépresseurs ont aussi un effet anxiolytique, ça il faut le savoir. Pas tous, mais certains. Comme je vous disais, j'étais assez réfractaire à l'idée de prendre ces médicaments-là, mais déjà il m'a mis en confiance parce que il m'a fait comprendre que déjà c'était pas si grave que ça, que j'étais pas dans une dépression ultra sévère, même si moi à ce moment-là j'avais l'impression de, enfin je vois pas comment ça pouvait être pire. Mais bon, il me disait voilà, vous arrivez à sourire, vous arrivez à parler avec moi, croyez-moi, vous êtes loin d'être dans un état catastrophique, donc vous n'allez pas prendre un traitement de cheval, premièrement. Et puis deuxièmement, malgré tout, vous avez quand même essayé des choses. Vous m'avez dit que vous avez essayé de parler avec un psychologue. J'avais essayé l'hypnose aussi. Vous avez essayé de partir en vacances, vous avez essayé de méditer, enfin voilà, vous avez essayé tout un tas de trucs.
pourquoi ne pas essayer? Vous inquiétez pas, vous serez suivi, on va se voir au début toutes les semaines. Après, petit à petit, on va peut-être étaler les consultations, mais en tout cas, je serai avec vous et ça va bien se passer. Bah, ce discours-là m'a rassuré et c'est ce qui a fait que j'ai trouvé finalement, j'ai presque envie de dire la force, ou en tout cas le courage de commencer ce traitement-là. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, parce que justement, étant réfractaire aux médicaments, je sais que je suis loin d'être le seul. Ben, j'ai envie de passer un petit peu de temps pour décrire comment s'est déroulée la partie de traitement. Je rentrerai dans les détails, hein, ça a duré quelques temps. Je vais décrire comment ça s'est manifesté, quels ont été les effets bénéfiques et puis les effets secondaires aussi, parce qu'il peut y en avoir que moi j'ai connu. Euh, mais entre-temps, bah déjà, je vais vous remercier d'avoir écouté cette première partie de témoignage. Avant de travailler sur la deuxième vidéo, je vais attendre vos éventuels commentaires, remarques sur le fond ou la forme pour que justement je puisse les intégrer dans la prochaine partie. Mais en conclusion de ce volet-là, ce que je dirais, c'est que, en fait, ce qui m'est arrivé, une des grosses difficultés sur les premiers mois que j'ai eu, c'est que déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait, qu'on a finalement, je trouve qu'on a eu beaucoup de mal à m'expliquer, à mettre des mots sur ce que j'étais en train de traverser. Je me suis un peu senti presque à l'abandon. Et souvent, quand on parle aussi de dépression, ben, on pense que c'est un truc qui va arriver parce que vous avez connu un choc, un décès, une rupture, je sais pas moi, perte d'un travail, d'un job, peu importe. On pense qu'il y a vraiment un facteur très précis, marqué dans le temps, qui va faire que vous allez rentrer dans cette phase compliquée. Bah, pour moi, c'était pas le cas. Euh, En tout cas, c'est ce que je pensais. Et c'est pour ça que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, le pourquoi. C'est super important de savoir pourquoi. À l'époque, je ne savais pas du tout pourquoi. Je pourrais peut-être pas vous dire d'ailleurs à 1000% que je le sais maintenant. Même si c'est plutôt des hypothèses, bah il y en a quand même. Mais à l'époque, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et j'avais vraiment l'impression que finalement personne aussi comprenait et du coup que personne allait pouvoir m'aider, que ce soit bien sûr mes proches qui avaient qui ne comprenaient pas et on peut pas leur en vouloir parce que quand vous n'avez pas traversé ces épreuves-là, on ne peut pas prendre la pleine mesure des choses, déjà. Et par contre, plus inquiétant, les médecins aussi qui semblaient pas tous compétents et enfin, j'avais presque l'impression de retrouver des comportements d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui avaient presque des discours préconçus, qui peut-être avaient la volonté de chercher leur argent avant tout. Et en fait, quand vous appelez à l'aide et que on vous tend un demi-doigt en disant ouais mais tire pas trop dessus hein, parce que je suis un peu fatigué, ça fait bader, ça fait bader. Donc à nouveau, merci d'avoir écouté cette première partie, ce premier volet. Toutes vos remarques, tous vos commentaires sont les bienvenus. Et puis je vous dis à bientôt.